Une silhouette apparut doucement et avec grâce, c'était la reine-mère. Sa robe rouge flottait comme de la fumée, ses cheveux touchaient le sol, ses yeux ne clignaient pas. Elle parla d'une voix ferme, « Le moment est venu. Tu ne m'en diras plus. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. » Nneka écouta en silence. Tu chercheras des vendeurs faibles, Chine, Vietnam, n'importe où. Demande-leur du crédit. Ils accepteront. Ils sont sous notre pouvoir maintenant. Ils t'enverront ce dont tu as besoin. Puis, pointant la perruque rouge, c'est ta couronne. Porte-la chaque nuit. N'oublie jamais. Si tu oublies, tout ce que nous t'avons donné tombera. Et, aussi rapidement qu'elle était arrivée, la reine-mère disparut. La rue Awolowo était le genre d'endroit où les gens combattaient la vie à main nue, leurs générateurs ronronnaient toute la nuit et les rêves étouffaient derrière des fenêtres étroites. C'est là que vivait Nneka avec son mari Shuka et leur petite fille. Ils occupaient une petite chambre étroite au fond d'un long couloir, dans un bâtiment, face Meifasyu. L'air y sentait la fumée, l'huile chaude et la survie. Leur matelas était plat, leur rideau n'était qu'un vieux pagne, les vêtements du bébé pendaient à des clous plantés dans le mur à côté de l'atelier de mécanique huileux de Shuka. Shuka était mécanicien de bord de route. Chaque jour, il poussait sa boîte à outils rouillée jusqu'au même coin près du carrefour de Ilazamaja, espérant un client. Certains jours, il marchait dans le vide, la plupart du temps, il attendait. Il rentrait toujours fatigué, couvert de graisse, avec pour seule compagnie la frustration. Nneka, quant à elle, restait à la maison. Elle n'avait ni travail, ni revenu, ni échappatoire. Elle berçait le bébé, allait chercher de l'eau et regardait le soleil se lever et se coucher derrière des rideaux déchirés. Leur vie était devenue une routine de silence, de faim et d'espoir. Nourrir le bébé tenait du miracle quotidien. Parfois, Nneka mélangeait du gari avec ses larmes et appelait cela un repas. Les voisins s'étaient habitués aux pleurs de l'enfant la nuit, même le propriétaire ne criait plus quand il frappait. Il n'avait pas d'argent pour le loyer. Nneka savait qu'il se noyait. Chaque jour était pire que le précédent. Elle s'assit un après-midi près de la fenêtre, observant les rues en contrebas. Des femmes passaient en criant, nourriture, biscuits, eau, tout ce qui pouvait rapporter quelques nera. De jeunes filles portaient des bassines d'okrika, de vêtements de seconde main, sur la tête, frappant aux portes. Ses yeux les suivirent. Elle se leva, alla trouver Shuka, qui pliait sa chemise. « Je veux vendre des habits de friperie », dit-elle doucement. Il leva les yeux, surpris. « Avec quel argent ? » ?»« N'importe quoi. Je vais commencer petit, même si ce n'est qu'un ballot. Je suis fatigué. » Shuka ne discuta pas, il savait qu'elle avait raison. Le lendemain matin, il lui tendit une liasse de 10 nera. « C'est tout ce que j'ai économisé, » dit-il. « Je l'avais mis de côté pour des outils. » Nneka prit l'argent à deux mains. Le jour suivant, elle se leva tôt, rejoignit la mère de femme à Katanga Market. L'endroit bourdonnait de cris, de mouvements, de marchandages. Après avoir cherché un moment, elle trouva un vendeur qui accepta de lui céder un petit ballot de vêtements féminins, un mélange. Elle l'attacha avec une corde, le mit dans un sac et le traîna dans un bus en direction de la rue Awolowo. De retour à la maison, elle dégagea un petit espace au sol, ouvrit le sac et commença à trier. Oh, jupes, jeans, certains avaient de petites déchirures, d'autres semblaient neufs. Elle plia chaque vêtement avec soin. Le lendemain matin, elle s'habilla d'une robe à motif simple, attacha sa fille dans son dos et souleva le sac lourd sur sa tête. Elle marcha dans les rues d'Ilazamaja, de porte en porte. Beaux habits, Original Africa, venez voir. Beaux habits, Original Africa, venez voir. Elle frappait au portail, entrait dans les cours, s'arrêtait devant les boutiques. Certaines femmes sortaient, d'autres lui faisaient signe de partir. Certains jours, elle vendait 5 articles, d'autres jours, rien du tout. Quand il pleuvait, elle se réfugiait sous les devantures en zinc, quand le soleil brûlait, elle continuait de marcher. Chaque soir, elle rentrait chez elle avec les pieds douloureux et quelques billets froissés. Shuka ne se plaignait pas. Il l'observait en silence. Les semaines passaient. La lutte devenait plus dure. L'argent entrait lentement. Mais Nneka tenait bon.
Chaque fois qu'elle regardait le visage de sa fille, elle se disait, ce ne peut pas être notre fin. Elle ignorait que son histoire ne faisait que commencer, et que son prochain ballot transporterait plus que des vêtements, il transporterait un secret, une porte, une cause. La chaleur du matin à Katanga Market était déjà épaisse à 8 heures. Les vendeurs hurlaient les prix, des filles étaient tirées des camions, les clientes, surtout des femmes, se poussaient et se battaient pour avoir les premières pièces. Au milieu de ce chaos, Nneka se tenait, tenant son sac en nylon noir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis son dernier réassort. Les affaires étaient lentes, mais elle avait bon espoir. Avec les maigres économies mises de côté, elle acheta un autre petit ballot de vêtements féminins. Elle l'attacha solidement et quitta le marché avant que la foule ne devienne trop dense. De retour chez elle, elle attendit que Shuka parte travailler. Puis elle verrouilla la porte, étendit un pagne au sol et défit le ballot. La pièce était silencieuse. Le bébé dormait dans un coin. Elle tria les vêtements. Oh, jupes, robes, certains fanés, d'autres encore éclatants. Puis, au fond de la pile, sa main effleura quelque chose de doux et d'inhabituel. Elle s'arrêta. Lorsqu'elle le tira, son cœur fit un bond. C'était une perruque. Longue, lisse, rouge sang. La couleur était profonde et riche, comme du vin mouillé. Elle brillait même dans la lumière tamisée de la pièce. Nneka la regarda fixement. Elle ne ressemblait pas à de l'okrika. Elle semblait neuve, intacte, presque irréelle. Elle la retourna dans ses mains, puis la posa lentement sur sa tête. Elle s'ajusta parfaitement. Aucun réglage nécessaire. Au moment où elle la porta, un étrange courant traversa sa colonne vertébrale. Son corps se raidit. Cela ne dura qu'une seconde. Elle l'enleva aussitôt et la posa au bord de la table. Elle ne savait pas quoi en penser. Lorsque Shuka rentra plus tard ce soir-là, elle lui montra. Il la regarda brièvement et hocha la tête. C'est une bonne pièce. Peut-être qu'elle se vendra bien. Nneka ne répondit pas. Elle ne comptait pas la vendre. Elle accrocha la perruque à un clou au-dessus de leur miroir, la recouvrit vaguement d'un foulard et n'en parla plus. Cette nuit-là, après avoir nourri le bébé et verrouillé la porte, Nneka alla se coucher. Elle ferma les yeux, et tout changea. Elle fit un rêve. Dans ce rêve, elle se tenait dans une immense salle. Les murs étaient en argent, le sol brillait comme du verre, l'air sentait le parfum. Autour d'elle, se tenaient des dizaines de femmes, grandes, gracieuses, vêtues de robes fluides. Leurs cheveux étaient longs, rouges, dorés, noirs. Chacune d'elles rayonnait. Elle formait un cercle, l'observant. Puis le cercle s'ouvrit et elle avança. La reine-mère entra. Plus grande que les autres, vêtue d'une robe rouge foncée qui traînait derrière elle, ses cheveux touchaient le sol, son visage était lisse, calme et puissant. Elle ne souriait pas. Elle marcha droit vers Nneka et parla d'une voix qui résonnait comme musique et tonnerre. « Tu as porté la couronne, dit-elle. Tu es choisie. » Nneka tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. « Tu as souffert. Nous t'avons lavé. Tu es maintenant des nôtres. » Les femmes derrière elle acquiescèrent. « Tu vas t'élever, » poursuivit la reine-mère. « Ton nom se répandra. L'argent viendra. Les gens s'inclineront. Mais en échange, tu dois garder la couronne avec toi chaque nuit. Porte-la pour dormir. C'est le lien. » Elle s'approcha. « Si tu oublies ne serait-ce qu'une fois, ta chute sera rapide. » Et nous ne pardonnons pas. Nneka resta figée. La salle était silencieuse. Puis la reine-mère leva la main. « Formule ton souhait. » Nneka ouvrit la bouche et murmura, « Je veux être riche, respectée. Je veux mon propre commerce. Je veux quitter ce bidonville. » La reine-mère abaissa la main. « Alors, que cela soit. » La salle s'effaça dans des éclats de lumière. Nneka se réveilla en haletant. Son corps était couvert de sueur. La pièce était sombre. Shuka ronflait. Le bébé remua doucement dans son sommeil. Nneka tourna la tête vers le mur. La perruque était toujours là, toujours légèrement lumineuse. Elle s'assit, le cœur battant. C'était un rêve, mais cela ne ressemblait pas à un rêve. Cela ressemblait à quelque chose de scellé.
Et la perruque rouge n'était plus simplement des cheveux. C'était une promesse, et un avertissement. Le matin venu, Neka ne sortit pas vendre ses vêtements. Shuka lui demanda, « Tu ne sors pas aujourd'hui ?» « Je ne me sens pas bien, » répondit-elle calmement. Il n'insista pas. Il partit pour son atelier, tirant sa boîte à outils derrière lui, comme chaque matin. Mais Neka n'était pas malade. Elle était différente. Elle resta assise au bord du lit pendant des heures, les yeux fixés sur la perruque rouge accrochée au clou. Sa couleur n'avait pas terni. Son éclat restait constant. C'était comme si la chose l'observait aussi. Puis, tout dans la pièce changea. L'air devint froid. Le bébé cessa de bouger dans son sommeil. Le rideau se souleva légèrement, alors que la fenêtre était fermée. Une silhouette apparut doucement et avec grâce, c'était la reine-mère. Sa robe rouge flottait comme de la fumée, ses cheveux touchaient le sol, ses yeux ne clignaient pas. Elle parla d'une voix ferme, « Le moment est venu. Tu ne m'en diras plus. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. » Neka écouta en silence. « Tu chercheras des vendeurs faibles, Chine, Vietnam, n'importe où. Demande-leur du crédit. Ils accepteront. Ils sont sous notre pouvoir maintenant. Ils t'enverront ce dont tu as besoin. » Puis, pointant la perruque rouge, « C'est ta couronne. Porte-la chaque nuit. N'oublie jamais. Si tu oublies, tout ce que nous t'avons donné tombera. » Et, aussi rapidement qu'elle était arrivée, la reine-mère disparut. La pièce se réchauffa. Le bébé soupira. Neka se leva, encore tremblante, et prit son téléphone. Elle tapa, fournisseur de perruques en gros pour femmes Chine-Vietnam-Cambodge. Elle envoya de brefs messages à quelques vendeurs, « Je suis détaillante au Nigeria. Je veux acheter des perruques en gros. Puis-je recevoir de la marchandise à crédit ?» En moins d'une heure, des réponses arrivèrent. « Bien sûr, nous pouvons vous envoyer des stocks. Dites-nous juste votre commande. » C'est étrange, mais d'accord. Donnez-nous votre adresse. Elle ne demanda pas pourquoi il lui faisait confiance. Elle le savait déjà. 5 jours plus tard, un carton arriva, expédié d'un vendeur en Chine. Shuka fut stupéfait en rentrant et en voyant le gros colis au sol. « Qui a envoyé ça? Qu'y a-t-il dedans ?» Neka répondit calmement. Il fronça les sourcils. « Où as-tu trouvé l'argent? » « Je tente juste quelque chose. » Shuka n'était pas convaincu. « Neka, parle-moi. D'où vient cet argent? » Mais elle n'en dit pas plus. Le lendemain, elle déballa le colis. Perruque longue, perruque bouclée, full lace, perruque droite, perruque bonne straight, tous les modèles étaient là, tous impeccables. Elle en vendit 5 en une seule journée. À la fin de la semaine, elle avait fait assez de bénéfices pour commander un second lot. Les commandes commencèrent à affluer. Les clientes venaient de rues voisines, puis de quartiers plus éloignés. Son nom commença à circuler dans les conversations des femmes, Madame Neka Aïr. Elle installa une table au carrefour de Ilazamaja, puis loua une boutique modeste à côté d'un salon de coiffure. Shuka, de plus en plus étonné, l'observait sans comprendre. Il la vit changer, prospérer, prendre de l'assurance. Il demanda à nouveau, « Comment tu fais pour avoir toutes ces perruques? Est-ce que quelqu'un te donne de l'argent? Est-ce qu'on t'aide? » Elle sourit doucement et répondit, « Rendons juste grâce à Dieu. Ils mangeaient bien maintenant. Il y avait de la viande dans leur soupe, du lait dans la cuisine. Leur fille portait de nouveaux vêtements. D'autres colis arrivèrent, plus de perruques, plus de clientes. Le WhatsApp de Neka ne cessait de vibrer. Son Instagram grandissait. Des livreurs allaient et venaient devant sa boutique. Elle ne vendait plus à la main, elle envoyait. Rapidement, elle loua une seconde boutique. Elle ouvrit un compte commercial, enregistra officiellement son nom de marque, Neka Aïr Palace. Puis elle franchit une étape décisive, elle paya 1 an de loyer d'avance pour un appartement de 2 chambres dans une résidence clôturée à Surulere. Carrelage neuf, murs blancs, eau courante. Le genre d'endroit que Neka n'avait vu que dans ses rêves. Ils emménagèrent avec de nouveaux meubles, de nouveaux rideaux, une télévision écran plat.
La vieille boîte à outils de Shuka fut poussée dans un coin. Il avait doucement arrêté de réparer des voitures. Désormais, il aidait Neka à faire des livraisons. Pourtant, des questions continuaient de trotter dans sa tête. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans leur salon, il lui demanda doucement, « Neka, dis-moi la vérité. Comment tout ça a vraiment commencé ?» Elle sourit, un sourire doux, presque vide. « Je suis juste bénie, » répondit-elle. Shuka ne la crut pas, mais il ne pouvait pas contester ses résultats. Cette nuit-là, alors qu'il ronflait paisiblement à côté de leur fille, Neka se leva silencieusement, marcha vers la pièce voisine, prit la perruque rouge et la posa sur sa tête. Puis elle s'allongea sur le canapé, les yeux fermés, en attente. Parce que la reine-mère regardait toujours. La vie de Neka avait changé du tout au tout. De la misère d'un « face me y face you » à la sécurité d'un appartement climatisé. Son bébé dormait désormais dans un berceau en bois verni. Shuka portait des chemises propres et restait plus souvent à la maison. Neka, elle, était devenue un nom. Un nom que l'on citait sur les groupes WhatsApp de clientes. Elle avait 2 boutiques, un local de stockage, des livreurs à moto, et des fournisseurs depuis le Vietnam, l'Inde et la Chine qui lui faisaient confiance plus qu'elle-même ne comprenait. Ils expédiaient des marchandises sans paiement initial. Certains lui demandaient même quel type de cheveux elle souhaitait voir produits à l'avenir. Elle répondait avec l'assurance de quelqu'un né dans le métier. Mais derrière cette réussite flamboyante se cachait autre chose. Chaque nuit, sans exception, Neka portait la perruque rouge pour dormir. Elle en avait fait un rituel secret. Peu importait la fatigue, l'heure, les douleurs. Elle ne ratait jamais une nuit. Elle ne voulait pas prendre le moindre risque. Et chaque nuit, elle retournait dans le même lieu, la salle des perruques. C'était toujours calme, toujours lumineux, toujours sacré. Les femmes étaient là, en cercle, toujours belles, silencieuses et attentives. Elle ne parlait pas sauf si la reine-mère apparaissait. Et elle apparaissait toujours. Ses robes changeaient, mais sa présence restait constante. Elle avançait lentement dans la salle, sa voix calme, ses instructions brèves. Tu progresses bien. N'oublie jamais ton vœu. Neka, parfois, posait des questions. Et si un jour, je suis trop fatiguée? Et si j'oublie? Le visage de la reine-mère restait figé. Dans notre royaume, il n'y a pas d'excuse. Nous récompensons la loyauté. Nous punissons la négligence. Puis la réunion prenait fin. Dans la vraie vie, Neka poursuivait sa montée. Son nom franchit les limites de Lagos. Des clientes venaient d'Abuja, même d'Accra. Elle lança un site web. Des influenceuses de la mode parlèrent d'elle. Son compte bancaire gonflait plus vite qu'elle ne pouvait suivre. Mais les questions de Shuka aussi se multipliaient. Il observait sa femme se transformer. Il ne comprenait plus comment tout fonctionnait. Les colis, les fournisseurs, les appels tard dans la nuit, la lueur permanente dans les yeux de Neka. Un jour, il demanda encore, « Neka, tu n'as rien fait de bizarre, hein ?» Elle répondit avec un sourire prudent, « Je suis juste chanceuse. » Pourtant, quelque chose clochait. Il se réveillait parfois la nuit, trouvait Neka parfaitement immobile, la perruque sur la tête, les yeux fermés, le visage ailleurs. Une fois, il l'appela doucement. Elle ne répondit pas. Il la secoua légèrement. Elle sursauta, le regarda avec des yeux vides, puis retira précipitamment la perruque et fit semblant de dormir. Il se dit que c'était la fatigue. Rien de plus. Mais, au fond de lui, une peur sourde commençait à grandir. Neka, elle, avait accepté sa nouvelle vie. La perruque rouge n'était plus un simple objet. Elle était devenue une partie d'elle-même. Un membre. Un trésor sacré. Personne ne devait la toucher. Personne ne posait de questions. Un soir, après une semaine de vente record, la reine-mère apparut encore dans son rêve. « Tu fais bien, dit-elle. Bientôt, tu auras plus que des boutiques. Tu posséderas des entrepôts, du personnel, un nom. » Puis elle s'arrêta. « Mais souviens-toi de la règle. Si tu l'enfreins ne serait-ce qu'une fois, tout basculera. » Neka acquiesça, comme toujours. Les mots finaux de la reine-mère résonnèrent avant qu'elle ne disparaisse. «
notre pouvoir est réel. Mais notre punition aussi. Cela faisait presque un an que Neka avait trouvé la perruque rouge dans ce ballot. En un an, elle était devenue une autre. Son nom avait pris de la valeur. Son entreprise était devenue une marque. Des clientes l'appelaient depuis des villes qu'elle n'avait jamais visitées. Elle avait désormais du personnel, de jeunes filles en uniforme qui l'appelaient Madame Neka. Elle déménagea encore, cette fois dans un appartement plus spacieux, avec un balcon et 2 climatiseurs. De l'extérieur, sa vie semblait parfaite. Mais à l'intérieur, un autre sentiment s'installait. Plus elle montait, plus le silence s'épaississait. La perruque n'était plus un rituel. C'était un fardeau. Une responsabilité. Une règle à ne jamais briser. Et elle ne l'avait jamais enfreinte. Jusqu'à cette nuit-là. Cette journée avait été épuisante. Une livraison avait pris du retard. Une cliente avait renvoyé une commande en gros, se plaignant de la qualité. Son compte Instagram avait été piraté. Elle avait couru dans tous les sens pour résoudre les problèmes, gérer les expéditions, discuter avec ses employés, aller chercher sa fille à l'école. Le soir venu, elle avait mal à la tête. Elle rentra tard, mangea silencieusement avec Chouka et l'enfant, puis s'endormit tout habillée sur le canapé. Elle oublia. Ce n'est que le lendemain matin que tout lui revint. Elle ouvrit les yeux, la lumière du soleil entrait déjà dans la pièce. Sa fille jouait dans un coin. Chouka buvait du thé près de la fenêtre. Puis le souvenir la frappa. Elle se leva lentement, alla dans la chambre, regarda le mur. La perruque rouge était toujours là, là où elle l'avait laissée. Intacte. Intouchée. Elle se figea. Ses mains tremblaient. Elle s'approcha, la prit, la serra contre elle. Dans son esprit, les paroles de la reine-mère tournaient en boucle, une seule nuit, c'est tout ce qu'il faut. Ce jour-là, Neka n'alla pas à la boutique. Elle parla peu. Elle resta enfermée, arpentant la pièce comme une prisonnière. Elle remit la perruque, espérant inverser les choses. Cette nuit-là, elle se coucha très tôt, les yeux grands ouverts, attendant le rêve. Mais le rêve ne vint pas. Le hall n'apparut pas. Les femmes ne formèrent pas de cercle. La reine-mère ne se montra pas. À la place, Neka se retrouva seule, debout dans un espace noir, vide. Aucune lumière. Aucun air. Aucun son. Puis une voix glaciale surgit de l'ombre. Tu as oublié. Elle se retourna, cherchant le visage de la reine-mère. Tu as brisé la règle, continua la voix. Tu as été prévenue. Neka tomba à genoux dans le rêve, suppliant. J'étais fatiguée. Ce n'était pas volontaire. Il n'y eut aucune réponse. Puis vinrent les mots finaux. Nous ne pardonnons pas. Cela commence maintenant. Elle se réveilla en sursaut. Et tout bascula. À partir de ce jour-là, de petites fissures commencèrent à apparaître. Un fournisseur lui envoya un message au ton sec. Nous avons assez attendu, il nous faut notre paiement maintenant. Un autre écrivit simplement, nous ne nous souvenons pas vous avoir accordé de crédit, qui êtes-vous? Elle tenta de répondre, d'expliquer, de négocier, mais ces messages restèrent sans réponse. Les employés commencèrent à se plaindre de retard de salaire. Les clientes ramenèrent des perruques, invoquant des défauts. Les commandes ralentirent. Jour après jour, Neka sentait le pouvoir qui la portait s'effriter. Elle savait. Elle savait que ce n'était que le début. Elle fit tout pour ne pas laisser paraître les craquelures. Quand les fournisseurs cessèrent de répondre, elle se dit que ce n'était qu'un retard. Quand l'un d'eux exigea un paiement total à l'avance, elle proposa d'envoyer la moitié. Elle espérait raviver la confiance. Mais rien n'y fit. Leur ton avait changé. Le charme avait disparu. Et elle ne pouvait plus expliquer pourquoi ceux qui l'admiraient la traitaient désormais comme une inconnue. Un matin, elle ouvrit son compte bancaire. Il y avait plus de débit que de crédit. Les ventes stagnaient. Les retours s'accumulaient. Les clientes se plaignaient de plus en plus. Ses livreurs ne l'appelaient plus. Ses vendeuses démissionnaient discrètement, les unes après les autres. Elle ne disait rien à Chouka, mais il le voyait. La maison était devenue silencieuse.
Plus de cartons qui arrivaient. Plus d'appels tardifs. Plus de vrombissements de motos devant leur portail. Il la regardait assise pendant des heures, téléphone en main, à faire défiler l'écran sans expression. Un soir, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre dans le salon, il lui demanda, « Neka, que se passe-t-il » Elle ne répondit pas. Il insista doucement, « Je t'observe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le commerce n'est plus comme avant. Que se passe-t-il » Neka força un sourire faible, « C'est juste une période creuse. Ça arrive. » Mais Shuka avait connu la fin avec elle. Il reconnaissait ce silence, ce poids dans sa voix. Il savait que quelque chose avait changé. La semaine suivante, 3 fournisseurs la contactèrent le même jour. Ils exigeaient le paiement complet de commandes passées. Elle leur devait des millions. Certains la menaçaient d'action en justice. L'un d'eux avait même retrouvé son ancien livreur et l'avait contacté directement pour dénoncer une possible fraude. Les mains de Neka tremblaient à chaque appel entrant. Chaque vibration de son téléphone la faisait sursauter. Chaque message lui semblait une pierre de plus sur sa poitrine. Elle tenta de reconvoquer la reine-mère. Elle porta la perruque des heures durant chaque nuit. Elle se couchait tôt, dans le silence, dans l'espoir. Mais rien. Pas de rêve. Pas de salle. Pas de cercle. Pas de femme. Pas de reine-mère. Le silence total. L'une après l'autre, les assurances la quittèrent. Sa réputation commença à pourrir. Une vidéo circula sur les réseaux. Une ancienne cliente affirmait que ses perruques étaient fausses, mélangées, importées sans certificat. Les vues montaient. Son compte perdait des abonnés. Des partenaires se retirèrent. Un avis de fermeture fut envoyé pour sa deuxième boutique. Elle s'accrocha malgré tout. Chaque nuit, elle mettait la perruque. Chaque matin, elle se levait dans le vide. Puis tomba le dernier coup. Le propriétaire de leur appartement leur adressa une lettre d'expulsion. 3 mois de loyer impayés. Elle n'avait aucune réponse. Rien à offrir. Shuka lut la lettre en silence. Il ne cria pas. Il ne discuta pas. Il regarda Neka avec une confusion muette. Le même homme qui, autrefois, lui avait tendu ses derniers 10 000 nera pour qu'elle poursuive un rêve, était désormais assis dans une maison qui s'écroulait. Cette nuit-là, après avoir rangé quelques affaires dans des sacs, il parla à nouveau. « Je mérite de savoir la vérité, depuis le début. » Elle le regarda, brisée. Les larmes montèrent. Alors, elle lui raconta tout. Le rêve. La reine-mère. Le pacte autour de la perruque rouge. La condition. L'avertissement. Et l'oubli. Shuka resta silencieux pendant longtemps. Puis il se leva, alla s'adosser contre le mur et ne dit plus un mot de la nuit. Le lendemain matin, ils quittèrent l'appartement. Neka, Shuka et leur fille, avec seulement quelques cartons et un vieux sac de voyage. Ils retournèrent à la rue Awolowo. Le bidonville qu'ils avaient quitté dans la gloire. Mais cette fois, ils y revenaient dans la honte. Et la perruque rouge gisait au fond du sac de Neka, terne, sans vie, froide. De retour dans la ruelle, Neka n'était plus la femme qu'on enviait. Son enfant accroché à elle, Shuka portait 2 sacs derrière. Les voisins les regardèrent entrer dans une chambre unique, au fond d'un compound bruyant. Le même endroit qu'ils avaient quitté autrefois, auréolé de succès. Personne ne dit rien à haute voix, mais les rumeurs coururent comme le vent. N'est-ce pas Madame Ahir? Elle est revenue comme ça? Après tout cet argent? Ah, vraiment. Dedans, Neka s'assit pendant des heures sans parler. Elle mangeait à peine. Le téléphone sonnait, elle ne décrochait pas. La perruque rouge restait dans un sac en nylon, caché sous le lit, enveloppé dans la honte. Shuka essayait de lui parler. Il ramenait de la nourriture, lui demandait si elle voulait parler, la rappelait de prier, de manger, de se reposer. Elle répondait par de courtes phrases. Parfois, pas du tout. Puis, un jour, la fille d'une voisine entra dans la chambre et tomba par hasard sur la perruque rouge. Elle raconta à sa mère, qui raconta à une autre. Le soir venu, la rue entière savait.
La richesse de Neka venait d'une perruque spirituelle. Elle avait fait alliance avec un royaume étrange. Elle la portait chaque nuit. Elle avait enfreint la règle. Le lendemain matin, une foule se forma devant les grilles du compound. Certains criaient des prières. D'autres prenaient des photos. Certains se taisaient, attendant qu'elle sorte. Neka resta à l'intérieur. Assise au sol, tenant son enfant, les larmes aux yeux. Shuka tenta de la protéger, mais elle le repoussa doucement. « J'ai besoin d'être seule, dit-elle. » Cette nuit-là, elle sortit la perruque rouge, la plaça au centre de la pièce. Longtemps, elle la fixa. Puis elle la prit, sortit dans la rue silencieuse, la déposa dans une bassine en fer, versa du kérosène. Elle craqua une allumette. Les flammes jaillirent. Le feu crépita. Les fibres rouges se recroquevillèrent et fondirent. Ceux qui virent cela de loin murmurèrent encore. Le lendemain matin, Neka ne sortit pas. Pas le jour suivant non plus. Elle ne parlait plus. Ne mangeait presque pas. Son enfant pleurait souvent. Shuka faisait de son mieux, mais lui aussi se brisait. Il retourna dans la rue chercher des clients, traîner ses outils, rentrer le soir dans une pièce muette. Neka restait au sol, les yeux dans le vide. Son visage devint pâle. Son corps, faible. Ses cheveux, en désordre. Ses yeux, vides. Elle sombra dans une dépression profonde. Plus d'énergie. Plus de larmes. Juste le silence. Les jours devinrent des semaines. Puis, un matin, Shuka revint et la trouva allongée, très immobile. Une petite tasse vide à côté d'elle. Une odeur amère dans l'air. Elle avait avalé du poison. Il n'y avait pas de mots. Pas d'explication. Juste un corps sans vie et les pleurs d'un enfant en fond sonore. Shuka s'écroula à ses côtés, tenant sa main, pleurant dans ses doigts glacés. Les voisins arrivèrent, trop choqués pour parler. Certains blâmèrent la perruque. D'autres, la cupidité. Certains détournèrent simplement les yeux. Mais la vérité restait entière. Neka avait fait un choix. Elle avait ouvert une porte qu'elle ne comprenait pas. Elle était allée jusqu'au bout. Et quand elle avait failli, le poids était trop lourd. Son histoire devint une mise en garde, chuchotée dans les marchés de Lagos, de Ilazamaja à Yaba. Méfie-toi des raccourcis enveloppés de beauté. Chaque couronne a un prix. Et ainsi s'acheva le destin de Neka, une légende, une tragédie, une femme qui s'était trop approchée du feu et n'avait pas survécu à la chute. La morale de cette histoire est simple, ne cherche pas le succès à travers des conditions secrètes. Les richesses rapides sans vérité ni travail peuvent tout détruire. Certaines portes paraissent belles, mais une fois franchies, on ne revient jamais pareil. Fais attention à ce à quoi tu dis oui, car tous les cadeaux ne sont pas des bénédictions. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a touché, ému ou fait réfléchir, n'oubliez pas de soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires captivantes. Cliquez sur « J'aime », partagez autour de vous, et laissez-nous un commentaire, dites-nous ce que vous en avez pensé. Votre soutien nous aide à continuer à raconter ces récits puissants venus du cœur de l'Afrique. À très bientôt pour une nouvelle histoire.